On est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours autour de la table Philippe Trainard, Mathieu Jolivet et Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou qui publie un nouvel ouvrage aux collections XO, L'éternel sursaut. Quel est le thème de ce nouvel ouvrage, Nicolas ? En fait, c'est une histoire de France que je fais commencer même avant la France, à la Gaule. Et en fait, ce que je montre, c'est que, alors ça n'est pas qu'un livre économique, mais dans le domaine économique, la France est toujours un pays qui a été en avance en matière d'innovation. Toujours. Les Gaulois étaient en avance en matière d'innovation. C'était les principaux. Le génie français. Mais absolument, c'était les principaux jours, producteurs et exportateurs d'armes, de véhicules, de denrées alimentaires. On va en parler dans quelques instants. Mais la France du Moyen-Âge, la France des cathédrales, la France des foires de Champagne était le pays le plus en avance en matière d'innovation. Après les guerres de religion dans le domaine agricole, la France était le pays le plus en avance au monde. 30 ans après la débâcle de Sedan, la France a inventé le cinéma. Elle est devenue, Raphaël, leader mondial de l'industrie automobile jusqu'à l'arrivée de la Ford T. Et elle est devenue, absolument, et elle est devenue leader mondial de l'industrie aéronautique. Voyez. 25 ans après la débâcle de 1940, la France a connu la deuxième partie des 30 glorieuses les plus brillantes de tout l'Occident. Donc ce que je veux vraiment montrer dans ce livre, c'est que quand la France n'est pas en avance en matière de science et d'innovation, en réalité, elle trahit son histoire. Et le général de Gaulle explique très bien ça dans ses Mémoires d'espoir, dans le 3e chapitre qui porte sur l'économie. Il dit « Moi, je m'intéressais beaucoup à l'économie, contrairement à ce que disait la presse. Je consacrais en tant que président la moitié de mes journées à l'économie. Et je recevais les plus grands scientifiques et les plus grands innovateurs du pays parce que j'avais toujours en tête le fait que le destin de la France, c'était d'être dans le domaine scientifique et dans le domaine technologique en avance. » Et donc, je me dis, au fond, si aujourd'hui on le voit, la France, c'est une usine à entrepreneurs et une usine à ingénieurs. Et une usine à start-up, sauf qu'on les retrouve rapidement à l'étranger. Mais si on libérait ce fantastique potentiel, un peu comme De Gaulle l'a fait en 58, c'est pas très compliqué, on remet de l'ordre dans nos finances publiques et on libéralise l'économie comme l'ont fait De Gaulle et REF. Mais ce potentiel français, mais à l'horizon 2030-2035, mais il peut s'exprimer d'une façon absolument extraordinaire. Donc je termine le livre en disant « Restez en France ». Quand j'entends ce petit discours là sur « il faut quitter la France », etc., la France, c'est comme en bourse. Historiquement, ça s'achète à la baisse. Voilà. Donc partir en ce moment, c'est être loin de la France quand ça ira mieux dans quelques années. Bon, donc restons. Une valeur de croissance, la France. Voilà un message positif et optimiste. Je ne sais pas si vous donnez les voies et moyens pour réussir à faire, à libérer ces potentiels économiques. On en parle tous les jours dans cette émission. Des menhirs dans le sursaut français, ça fera venir des touristes. Ben voilà, exactement. Est-ce que vous parlez du monde agricole dans le sursaut français ? Oui, bien sûr, parce que la France, mais vous voyez, c'est très lié à tous nos débats aujourd'hui justement sur l'agriculture. La France, depuis le début, en fait, est un très grand pays d'agriculture, et c'est un pays qui s'est construit sur la science agricole et en réalité, dans la plus grande partie de son histoire, sur le libre-échange, contrairement à ce qu'on a pu souvent dire. Et prenez le cas d'Henri IV, par exemple. Henri IV lisait le grand traité d'agronomie de l'époque qui avait été fait par Olivier de Serres, et Henri IV, il a libéré le commerce de grains à l'intérieur du pays. Et donc, quand je vois les difficultés aujourd'hui de l'agriculture française, le fait que parfois certains syndicats agricoles tournent le dos à la science et à l'innovation. Aussi, Raphaël, permettez-moi de vous le dire, alors sur ce plateau, ça a fait exception, mais les débats que je trouve absolument lunaires qu'on a eus sur le Mercosur, où 99% des gens qui s'exprimaient sur ce sujet en public l'ensemble de la classe ont considéré politique que l'agriculture française était une toute petite chose, toute fragile, à bien mettre derrière des grandes barrières, parce que vraiment, voilà, je trouve que tout ça n'est pas digne de l'histoire de l'agriculture et de l'idée qu'on peut s'en faire à l'avenir. Bon, on a un modèle agricole qui souffre quand même en France, on a des agriculteurs en colère. Demain, je le rappelle, s'ouvre le Salon international de l'agriculture. On a évidemment le Mercosur en toile de fond, on a aussi une inflation d'énormes, un sentiment d'abandon. La question qui se pose derrière tout ça, Philippe Trainard, c'est est-ce qu'on a un modèle économique agricole qui est encore viable dans le monde d'aujourd'hui ? Non, mais parce qu'on a un modèle économique qui n'est lui-même pas viable. C'est-à-dire, tous les pays doivent s'adapter. On voit bien qu'il y a du changement. Qu'on le trouve bien ou pas bien, peu importe, il y a des changements et vous devez vous adapter. La technologie, la question de l'automobile,
la question agricole, et j'en passe, la question pharmaceutique, et j'en passe. Or, notre modèle d'adaptation est un modèle qui se révèle parfaitement erroné. Ce modèle d'adaptation est fondé sur 2 principes. Le premier, c'est il faut surtout pas de choc et il faut étaler dans le temps. Étaler dans le temps la réforme du marché du travail. Souvenez-vous, François Hollande disant « les libéraux ont raison, mais c'est une réforme qui doit prendre 50 ans ». Bien sûr, entre-temps, vous avez tout le chômage qu'il faut. L'automobile, nous avons fait cela pendant les années 90, avec le succès que vous pouvez constater aujourd'hui. L'agriculture, nous avons fait de même. Le deuxième point, c'est qu'en plus, nous mettons en place des politiques qui déterminent aussi des choix, des investissements des personnes. Les personnes investissent en fonction des politiques qui sont faites. Et bien évidemment, quand on commence à dire il va falloir changer parce qu'on poursuit la stratégie, les gens disent « mais attendez, moi j'ai investi dans ceci, j'ai investi dans cela, j'ai fait des paris ». Et donc, en réalité, cette stratégie est erronée. Il faut des transitions, mais les transitions doivent être rapides. Et pour l'agriculture, je crois que c'est ce qu'il faudrait finalement faire, parce que, in fine, à quoi avons-nous abouti? C'est que nous avons 2 agricultures, l'essentiel de l'emploi agricole est dans des agricultures qui sont incapables de payer les agriculteurs et de leur permettre de survivre, même pas de vivre, mais de survivre. Et puis, vous avez à côté un tout petit secteur en termes d'emploi, gros secteur en termes économiques de valeur et de chiffre d'affaires, céréaliers, etc., qui, lui, est totalement moderne. Or, il aurait fallu moderniser toute l'agriculture. Et donc, je crois, comme le disait Nicolas, il faut dire oui au Mercosur, il faut dire oui à l'ouverture des marchés, il faut aider l'agriculteur à se reconvertir ou à se retirer du marché, mais je crois qu'on ne peut plus tenir, n'est-ce pas, cette stratégie. Alors le problème, c'est que cette stratégie... C'est pas l'ambiance politique succès, en France. Grâce aux néo-ruraux, c'est-à-dire le bourgeois parisien du 16e arrondissement qui part en Bretagne et qui demande naturellement le droit à toutes les subventions sociales, non sociales, agricoles, etc. Et donc on a un problème majeur puisqu'on l'aide à s'installer pour faire une agriculture non productive. Oui, Mathieu Jolivet. Vous parliez du Mercosur et Nicolas parlait de science. Moi, il y a une agence que j'ai découverte cette année que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez au Brésil Embraer, le géant de l'aéronautique Embraer, qui avait été à l'origine impulsé par des pouvoirs publics. Vous avez aussi au Brésil une agence qui s'appelle Embrapa. Et en fait, Embrapa, ça a été créé dans les années 70 par les militaires. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était focalisé sur l'agriculture en disant il faut qu'on devienne une grande puissance agricole. Et pour ça, ils ont fait venir des centaines d'ingénieurs agronomes, notamment du MIT. Ils les ont fait plancher et ils leur ont donné comme mission d'essayer de rendre exploitables les terres des plateaux du Cerrado au Brésil, qui sont quasiment un quart de la surface au nord-est du Brésil, je crois, et essayer de rendre ces terres acides exploitables. Et là, ils ont réussi à développer et à inventer des techniques révolutionnaires. Et aujourd'hui, vous avez, je crois que c'est les 3/4 de la production de soja au Brésil qui viennent de ces plaines du Cerrado, qui étaient inexploitables. Et derrière, vous avez cette agence d'innovation. Et vous avez la plupart des cheptels qui sont aussi là-bas, bovins. Voilà. Et donc tout ça pour revenir aussi à notre sujet. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, que ça plaise ou que ça plaise pas, il y a une nécessité impérieuse de changer d'échelle et peut-être réfléchir à comment se doter d'un Embrapa européen. En fait. Bref, aujourd'hui, on voit bien, quoi. L'alimentaire, ça doit être traité comme l'énergie ou la défense. L'échelle, c'est absolument clé. Donc, le modèle de la petite ferme française qui nous fait tous fantasmer en France est un peu orthogonal avec la grande marche du monde, non? Oui, il nous fait fantasmer et on ne sait pas trop pourquoi, en fait, parce qu'il n'apporte rien véritablement de tangible aux consommateurs. En réalité, il faut bien comprendre qu'on est dans un secteur qui est en transition pour des raisons technologiques, mais aussi pour des raisons environnementales, parce que le réchauffement climatique, il a des conséquences d'ores et déjà négatives sur les rendements agricoles. Parce que le réchauffement climatique, il génère des phénomènes, pas seulement du réchauffement, mais des phénomènes climatiques extrêmes. Par exemple, beaucoup de précipitations et trop de précipitations. C'est ce qu'on voit en ce moment. Et puis, à d'autres moments, pas suffisamment de précipitations. Donc, les rendements, dans la baisse des rendements, par exemple, dans le domaine du blé, vous avez quand même
pas que, mais vous avez une composante qui est liée au dérèglement climatique. Oui. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Et donc on a besoin justement d'une agriculture Plus forte. qui soit plus forte. Les besoins d'investissement sont colossaux en réalité. Une exploitation agricole aujourd'hui c'est quelque chose de très capitalistique. Donc oui, la C'est souvent question de très la endetté, taille est quelque chose qui est absolument fondamental. Et une exploitation de 200 ou 300 hectares, elle peut investir. Une exploitation de 20 hectares, elle peut pas investir. Et donc non seulement elle va être soumise par exemple au réchauffement climatique, mais elle va même pas permettre, contrairement à ce que disent les écologistes radicaux, elle ne va apporter aucune solution en réalité en matière de lutte contre les désordres, contre l'appauvrissement des sols, contre le réchauffement climatique. Elle ne va pas permettre de nourrir les Français. Et de toute façon, bien sûr, elle ne permet et pas les agriculteurs eux-mêmes. Et même pas les agriculteurs. On a parlé de la ferme des 1000 vaches qui avait fait scandale, Oui. souvenez-vous, dans Cantal, je crois que c'était, ou en Auvergne. J'ai découvert l'existence en Algérie, financée par des fonds du Moyen-Orient, d'une ferme de, je ne sais plus si c'est 100 000 ou 200 000 vaches, qui va produire la moitié de la production laitière pour l'Algérie. On en est à ce niveau-là maintenant de production. Pas forcément dans des conditions de vie d'ailleurs qui soient bien pires qu'une petite exploitation en réalité. Alors je vous confirme qu'on peut vraiment maltraiter des cochons dans un tout petit élevage et on peut traiter correctement les cochons dans un très grand élevage. Donc vous avez parfaitement raison. Mais regardez ce qui s'est passé au début de la guerre en Ukraine quand on a ouvert le marché européen aux productions ukrainiennes, ce qui a beaucoup déstabilisé nos agriculteurs. On a beaucoup parlé du fait que les Ukrainiens n'avaient pas les mêmes contraintes, etc., ce qui est en partie vrai. Mais l'un des éléments très importants, c'est que la taille des exploitations ukrainiennes et donc leur capacité à amortir les investissements est beaucoup plus importante que la taille des exploitations françaises. Et c'est ce que je dis est vrai pour l'élevage, mais c'est vrai aussi pour les céréales. Et alors que nous sommes censés avoir des céréaliers ultra-modernes. Exactement, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, nos plus gros céréaliers, moi, il m'arrive d'aller parler dans des coopératives agricoles, et nos plus gros céréaliers, en réalité, ils s'en sortent aujourd'hui très bien, et eux, ils ne vous le diront pas pour des raisons de pression syndicale, mais je vous promets que c'est vrai, ils sont pour le Mercosur. Ben oui, mais évidemment, mais comme la filière viticole qui n'ose pas le dire par solidarité, et comme tous les débouchés possibles. Que les deux clés sont l'ouverture et, comme vous le disiez, accompagner la reconversion agricole par des innovations technologiques. Or, sur ce point, d'ailleurs, la France a toujours été en pointe. Mais oui, encore une fois, la France des ingénieurs et l'innovation. Et il faut une espèce de... Alors c'est moi le libéral qui vous dit ça, mais il faut une espèce de planification, c'est-à-dire de planification indicative, de coordination en réalité. Politique et ce sont les institutions extraordinaires qu'on a construites en France après la guerre, en réalité. Vous avez l'INRA qui s'appelle maintenant l'INRAE, qui est l'équivalent du CNRS dans le domaine agricole, qui justement fait travailler des centaines de chercheurs extrêmement compétents sur ces sujets. Et donc, comme le disait Philippe Reynard, il faut accompagner les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il faut sans doute faire de la simplification dans le secteur, parce qu'il y a une accumulation de normes et sur tous les sujets qui leur rend la vie absolument impossible. Et donc, cette demande de simplification des agriculteurs, elle est parfaitement légitime et il faut l'écouter. Et au passage, c'est plus la France que l'Europe, en réalité, quand on regarde les choses attentivement. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut des mécanismes de coordination et d'accompagnement vers une agriculture qui consomme moins d'eau, qui diminue son empreinte environnementale, qui favorise la biodiversité dans les sols. Mais vous voyez, tout ça est parfaitement complémentaire en réalité. Peut-être aussi assuré. L'ensemble de l'agriculture française refuse de s'assurer, sous peut-être que le risque pourrait être payé par... Un grand sujet d'assurance aussi, un vrai sujet, montrant, non point parce que ça ferait des revenus aux assureurs, mais tout simplement, ça montre l'irrationalité du schéma agricole que nous avons à l'esprit. Économiquement, oui. J'ai retrouvé la ferme en Algérie. Elle s'ouvre en 2027. C'est pas encore elle n'est pas encore ouverte. C'est la ferme de Baladna qui devra compter 270 000 vaches. 270 000 vaches pour un investissement total de 3,5 milliards de dollars. Une population encore jeune. Exactement. Et ça va couvrir 50% des besoins locaux de poudre en lait, ce qui va permettre de réduire les importations de poudre de lait. Donc je pense que ça va peser sur la filière française. Peut-être pas sûr que 200 000, la taille, il y a un côté soviétique en Algérie. 270 000 vaches. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un peu une folie.
Mais il est certain qu'on peut concevoir des choses plus modernes, avec des tailles différentes, etc. Sans aller peut-être vers le gigantisme nécessairement, et surtout faire dépendre l'Algérie d'une seule entreprise, ça ne me paraît pas une très bonne idée. Allez, il est 10h46 en direct sur BFM Business, temps de passer à notre dernier sujet autour du tourisme. On a eu les derniers résultats pour 2025, 102 millions de visiteurs en France en 2025. Cocorico, on est la première destination européenne pour le tourisme. En tout cas, c'est ce que nous dit le discours officiel. Parce qu'en réalité, niveau création de valeur, c'est pas tout à fait ça. L'Espagne fait mieux. Évidemment, on est même les premiers au monde, pardon, et les États-Unis font mieux aussi. Les recettes, c'est 77,5 milliards d'euros. Qu'est-ce qui explique cette décorrélation entre le nombre de touristes qui viennent nous voir dans ce beau pays en France et la faiblesse des revenus, Nicolas Bouzou? Alors, le fait que beaucoup de touristes qui viennent en France, parce que la France, c'est la France. Et de toute façon, où que vous alliez dans le monde, quand vous dites que vous êtes français, ça évoque quelque chose de romantique, de beau, etc. Donc, la marque France, du point de vue touristique, elle est mais absolument exceptionnelle et elle nous assure une rente. Et comme elle nous assure une rente, justement, on a sous-investi dans un certain nombre d'infrastructures touristiques. Parce qu'on n'en tire pas ces dernières années. On maximise pas. On n'a pas encore le parc. Alors, on a un excellent réseau de transport, mais on n'a pas encore le parc hôtelier qui correspond. Vous avez beaucoup de villes qui sont en sous-capacité d'hébergement dans le domaine de l'hôtellerie. Et c'est d'ailleurs le cas de Paris. D'où d'ailleurs le développement dont on peut discuter, mais des solutions du type Airbnb. Enfin, excusez-moi pour la marque, mais comme c'est devenu un sujet, un objet politique en soi. Donc on a ça. Et puis même de façon plus générale, on a eu du sous-investissement. Je vais vous donner un exemple très concret parce qu'il a été dans l'actualité. L'exemple du musée du Louvre. C'est fascinant parce que là, vous avez vraiment un exemple presque de théorie économique, enfin d'application de la théorie économique pure d'une rente dans laquelle du coup on n'investit pas suffisamment et qui finit par devenir un problème. Parce qu'aujourd'hui, le musée du Louvre, en matière de circulation, c'est absolument, mais très honnêtement, cauchemardesque. Au-delà des... Quelques travaux à venir. Oui, non, mais au-delà des problèmes de sécurité, oui. etc. Donc, alors, c'est toujours comme ça en France. Maintenant, on va le faire. De la même façon que Notre-Dame a brûlé, et du coup, on a reconstruit Notre-Dame, qui est aujourd'hui fantastique. Plus belle que jamais. Il va se passer la même chose avec le Louvre. Voilà, donc c'est un peu notre façon de voir, de le faire en France. Mais c'est vrai qu'on a un vrai sujet stratégique sur le tourisme en France. Oui, puis de monter en gamme, non? On a favorisé un tourisme de volume plutôt que de valeur. Nous avons un tourisme de volume et pas de valeur. La plupart des touristes qui viennent en France viennent avec leur nourriture dans la voiture. Donc ils ont acheté la nourriture. Quel dommage. En Hollande, ils l'ont acheté en Angleterre. Ce qui veut dire que quelque part, la nourriture que vous achetez en France est plus chère qu'en Hollande, est plus chère qu'en Angleterre, est plus chère qu'en Allemagne. Ce qui est totalement contre-intuitif, puisque nous sommes un pays plus agricole. On revient à notre sujet précédent. Nous sommes un pays qui a plus de capacité à offrir des produits maraîchers, n'est-ce pas? Et pourtant, ces personnes préfèrent revenir avec leur propre nourriture, qu'ils aillent dans un camping ou dans des petits hôtels ou dans des petits véhicules. Or, en Espagne, ce n'est pas le cas. Donc là, nous avons un vrai problème et on retrouve le défi, c'est-à-dire le défi de coûts trop élevés en France. On aboutit, que ce soit par le biais du droit du travail, par le biais du droit social, que ce soit par le biais des réglementations à des coûts très élevés, n'est-ce pas, qui ne sont pas ceux que sont prêts à payer les touristes. Et bien évidemment, on développe par derrière une idée du confort français, etc. À part que le confort et le luxe, c'est pour un petit nombre de personnes. Eh oui, tout le monde n'a pas non plus les moyens, effectivement. Le tourisme de masse, il veut un petit hôtel correct, propre. Il ne veut pas quelque chose qui réponde à des critères de grandes pièces, de volume, etc., etc. Donc je crois qu'on a quelque part, là aussi, à repenser la réglementation. Et c'est un peu le mal français, la réglementation mal pensée. Vous pouvez réagir sur mon compte Twitter, @legenrat, comme le fait Alternance qui nous dit que les gens viennent de partout en Europe pour une journée avec des avions low cost. Voilà, ils arrivent le matin, ils se payent un club sandwich à midi et ils repartent le soir. En réalité. C'est exactement ce que vous dites, Raphaël. À mon avis, ce qu'il faut, c'est, je ne sais pas comment, mais il faut réussir à casser cette espèce d'imaginaire collectif qui consiste à se dire que une fois dans ma vie, j'irai
en France, donc j'irai à Paris. Ouais. Donc une fois dans ma vie, j'irai à Paris, et donc j'arrive à Paris, je me prends en selfie et je retourne chez moi. Ça, c'est pas possible. Et donc ça pose la question de la mise en valeur de notre potentiel. On n'a pas su, on n'a pas su mettre en valeur tout le potentiel justement de nos montagnes, de nos arrière-pays. Oui. La France, ce n'est pas Paris et la Côte d'Azur. Et donc l'idée, c'est pas forcément de capter plus de touristes aujourd'hui, mais de mettre en valeur un patrimoine avec des circuits un peu plus dans l'arrière-pays et de capter des clientèles. On sait que ceux, par exemple, qui dépensent le plus, c'est notamment les Américains. Oui, qui reviennent. Ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, à Paris, hein, on dit que les Américains reviennent en masse. La clientèle du Moyen-Orient, oui. et trouver cette... voilà, mais en fait, faut trouver ces circuits pour que les touristes qui viennent chez nous restent plus longtemps et dépensent plus. Oui. Aujourd'hui, on sait par exemple, sans se poser de questions, vous savez que si vous partez en Thaïlande, aux États-Unis ou au Maroc, on casse la tirelire. Chacun à son niveau, mais c'est des endroits où quand on y va, on casse la tirelire. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose en France ? Donc, c'est les questions de valorisation des territoires. C'est un appel aux offices du tourisme de France et de Navarre à se mobiliser pour faire des campagnes. Je sais que dans les notations, les aéroports, la fluidité dans les aéroports, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Il y a peut-être aussi une culture de l'accueil. Je pense quand même, par rapport à ce que vous dites, la question du coût est importante. Regardez l'Italie. L'Italie arrive à offrir, avec probablement des conditions initialement de valorisation du patrimoine d'accueil touristique qui est moins bonne qu'en France et qu'ils ont su développer. Et vous avez toute la gamme de prix. C'est-à-dire, vous avez le sommet, vous avez le Ritz, et puis vous avez la petite chambre chez l'habitant, etc. Et à des prix qui sont beaucoup Mais ça n'existe pas, ça, Philippe Trainard, en France. Mais on a pour des raisons que j'ignore, nous sommes sur des prix plus élevés. Et bien sûr, quand vous avez systématiquement des prix plus élevés, je pense que tout bon économiste se retourne vers les coûts. Obligatoirement à un moment donné, parce que je vois pas les Français, ils veulent. Vous nous pas dites des qu'on prix est trop plus cher. élevés par nature, c'est pas dans la nature du Français de faire des prix plus élevés, voyez-vous. Donc il doit y avoir une cause objective. Bon, donc outre ce que vous dites qui est très vrai Non, mais je pense que Philippe un modèle plus populaire. Je pense que Philippe Trainard a parfaitement raison. De toute façon, quand on voit qu'on a un problème dans un secteur, la première chose à faire, c'est d'arriver à évaluer ce qu'on appelle dans le langage courant le rapport qualité-prix, c'est-à-dire la qualité qu'on peut proposer sur les coûts. Voilà. Donc en France, on sait très bien que le pays, il est formidable, il est fantastique, qu'on mange bien, que c'est sympa, etc. Donc, on a quelques atouts à défendre quand même. En fait, ils sont gigantesques. Oui. C'est gigantesque. Non, ils sont gigantesques. On a des plages, on a des montagnes, on a des rivières, on a une gastronomie. On est capable de faire dans le domaine du tourisme, de l'événementiel. Regardez ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques. Quand on s'y met, quand on a une stratégie, quand on sait où on va, quand on a un projet, quand on a la capacité à mobiliser de l'argent, en fait, ce qu'on fait en France est absolument inégalé. Enfin, je veux dire, les Américains, la cérémonie d'ouverture sur la scène, ils s'en sont toujours pas remis. Hein. Non, mais je peux en témoigner. Ils pensaient qu'ils allaient mettre Beyoncé dans un stade et qu'on adore par ailleurs, mais que ça allait suffire. Et en fait, non. Parce qu'il n'y a que la France qui a été capable de faire ça en plein air. Donc on voit que ce potentiel, vraiment, il existe. Mais je suis entièrement d'accord avec Philippe Trainard. Je pense qu'on a vraiment un problème en matière de structure de coûts. Ceci dit, au passage, pour faire le lien entre les deux sujets, on n'en parle jamais, mais c'est aussi un sujet que l'on connaît avec l'agriculture. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez des pertes de compétitivité de l'agriculture française, vous voyez qu'en réalité, c'est beaucoup auprès d'Européens, notamment l'Allemagne, sur certains produits comme l'asperge, etc. Et on a des données d'Eurostat sur le coût du travail chargé dans l'agriculture, et on voit qu'en France, on est très élevé, par exemple, par rapport à l'allemagne. Hein. Donc c'est une question on oublie quand même. En fait, on oublie souvent le plus simple, le basique. On oublie l'essentiel. C'est pour ça que je suis sensible à ce qu'a dit Philippe Trainard. Et les questions de coût, il y a un moment où il faut quand même être capable de les regarder. Évidemment. Comme le dit Nicolas, ce qui est très important, ce sont des positionnements prix sectoriels aussi. On peut regarder globalement au niveau France, mais sans en tirer aucune leçon de politique économique. Il faut regarder secteur par secteur après pour savoir exactement d'où vient le problème de coût. J'ai trouvé ce chiffre, en fait, les touristes qui viennent en France, en moyenne, c'était 760 € de recettes par touriste.
Et ce qui place la France, ça dépend des années, mais entre la 20e et 30e place. Ah oui. C'est juste Ouais. effarant. Non, mais 20e et effarant. 30e place, c'est assez loin. on a quand même des lits à leur offrir et des restaurants à leur faire découvrir Oui, et à puis nos la amis concurrence est de plus en plus forte parce que vous avez des pays étrangers. stratégie touristique extrêmement ambitieuse. Prenez les Émirats, l'Arabie Saoudite, par exemple. Vraiment, voilà, vous avez des Oui, des- Dubaï, et avec des stratégies. dont on parle beaucoup. Oui, alors que Dubaï est un endroit très intéressant à voir, mais enfin bon. Ah, voilà, c'est on va Disneyland. pas le mettre sur le quoi. même plan que Paris, oui. C'est Donc bon. Disneyland. Mais oui, mais et puis ils ont des stratégies de filière, c'est-à-dire que ça commence, comme le disait Mathieu Jolivet, avec l'aéroport, le transport aérien, jusqu'à l'hôtel, etc. Donc on a une vision d'ensemble véritablement de la filière touristique. Bon. On a encore du boulot pour nos sursaut, politiques le sursaut français. publiques, Mais le justement, sursaut, oui, mais l'éternel. C'est vraiment à notre sursaut. portée. L'exemple du tourisme, non mais le tourisme est un très bon exemple. Mais je C'est pense vraiment à notre portée. Non, puis on se gargarise comme étant la Je première pense que c'est- destination touristique. On voit qu'il y a du boulot. Les méthodes, notamment les méthodes de l'ex-plan, etc., ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment passer au crible toutes les dimensions et ne pas se fermer les yeux sur des dimensions où habituellement les Français ont tendance à dire « ah ben non ». Le coût de la qualité, tout le monde est prêt à mettre Ça se paye. quel prix pour la qualité. Oui, bon, on le voit, ça se paye à nos dépens. Bon, j'espère que chaque jour, dans Les Experts, on vous aide à gagner une dose de lucidité sur tous ces problèmes dont on ne parle pas toujours. Merci à tous les trois pour cette émission passionnante. Philippe Trainard, professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes. Mathieu Jolivet, journaliste à BFM Business. Et Nicolas Bouzou, dont on représente le livre L'éternel sursaut, collection XO. Une histoire confiante de la France. On en a besoin terriblement en ce moment.